Ces nouvelles mesures sanitaires, cet élargissement des mesures sanitaires provoque beaucoup de satisfaction. Nous allons parler à Gilles Proulx et Frédéric Bérard pour voir s'ils sont aussi heureux. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, Frédéric, le grand sourire aux lèvres, t'es un homme heureux? Oui, j'imagine. C'est pas en rapport au karaoké. Hein. Je suis pas un grand fan. Je pensais. Peut-être comme d'autres. Écoute, non, je pense qu'on est dû. Là. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait notre effort de guerre. Le taux de vaccination est excessivement élevé. Il devrait l'être encore davantage. On s'entend bien là-dessus, notamment chez le personnel soignant. Mais reste que je pense qu'effectivement, on était rendu à ce moment-ci où on devait relaxer les règles de manière graduelle. Ce qui est inquiétant, par contre, c'est que là, on va se rebalancer à l'intérieur et probablement que les taux de contamination vont augmenter, d'autant comme ça le fait à peu près tout le temps. Donc, probablement qu'on doit s'attendre à une hausse de ces mêmes taux-là. Peut-être que le timing est mauvais, mais en même temps, je pense que le moral des troupes est rendu au niveau où on se doit de faire comme l'a décidé le gouvernement Legault, à juste titre, à mon avis. Gilles? Moi, je pense qu'on est dû pour une relâche, c'est bien. Et c'est un cadeau de Noël, c'est une petite promesse en bout de ligne. Il faut quand même rappeler que le Québec est à l'avant-garde dans la discipline pour affronter cette crise. On n'est pas cité par nos adversaires identitaires à ce sujet-là. Et je conclus dire bravo, et on verra au lendemain de la veille, mais je conclus pour dire, y a-t-il un pays sur la Terre qui est d'aplomb au moment où on se parle? Oui, mais on a eu quand même un très, très bon taux de vaccination. Actuellement, on en profite. C'est sûr qu'il y aura un ressac, il y en a eu partout. Maintenant, ce que tu disais, Frédéric, il va y avoir augmentation des cas. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas d'augmentation de cas à l'hôpital. Comme on est rendu à presque 88 ce matin là, de double vaccination, presque 91 de gens une dose, alors on se dit que potentiellement, il devrait y avoir moins de monde à l'hôpital. OK, maintenant, parlons du discours en anglais du président d'Air Canada, Michael Rousseau. Il vient prendre la parole devant les hommes d'affaires. Et il va le faire en anglais. C'est un anglophone. C'est le milieu des affaires, il faut le dire, s'exprime généralement en anglais. Pourtant, il se fait lancer des tomates. Gilles, je pense que tu lances des tomates aussi, parce qu'il va parler juste en anglais. Les tomates sont pas assez grosses, quant à moi. Et d'autant plus, il s'appelle Rousseau, rappelons ça, les conséquences de l'assimilation du Beau-Canada, n'est-ce pas? Et d'autant plus qu'il est le président d'Air Canada. Il est donc soumis à la loi du bilinguisme. Je me demande ce que pense Mélanie Joly, qui était si affairée pour dire la nouvelle loi sur le bilinguisme, vous allez voir que ça va être d'aplomb. Là, on t'envoie justement dans les chinoiseries, la politique internationale, et celui ou celle qui va prendre son dossier va dire « Ah, ben ça, c'est pas mon dossier », et on ne le remettra pas au pas. Je vois pas des Olson, Balarama venir s'inquiéter pour nous autres. Là. Je ne le vois pas, ça. Je ne vois pas Denis Coderre venir s'inquiéter, lui qui tête des votes actuellement dans les minorités, encore une fois. Alors, comme tu vois, deux poids, deux mesures. Je ne vois pas Michel Leblanc, qui est tellement préoccupé par les cotisations de ces petits commerçants, qui sont multiethniques pour la plupart, qui écoutent tous les broyards pour dire « Faut pas aller trop vite avec la réforme linguistique ». On voit tous ces éléments qui ne font que des efforts pour ralentir notre épanouissement. Frédéric. Bien, écoute, on ne chicanera pas fort là, ce soir là-dessus. Air Canada, c'est depuis tout le temps le mouton noir, le récalcitrant, le dissident, la tête de cochon, le cancre, mets ce que tu veux, là, en matière de bilinguisme institutionnel. Air Canada reçoit une tonne de plaintes à chaque année, systématiquement, et que monsieur, madame X, serveuse de bar, ne respecte pas les exigences, c'est déjà un problème. Mais quand à ta tête, ton président refuse même d'envoyer le message qu'Air Canada est effectivement bilingue, là, on a un sacré problème. Hein? Il y a une métaphore qui dit qu'un poisson, ça commence à pourrir à partir de la tête. Là, je pense qu'on a un bon exemple aujourd'hui encore une fois. Et il nous avait dit, quand il est arrivé, qu'il y avait un français fonctionnel. Manifestement, c'est pas vrai, là. Attends, Denis, le nombre de politiciens à Ottawa qui ont un français moins que fonctionnel, qui s'efforcent quand même, contrairement à ce que dira peut-être Gilles, à lire quelques mots en français, tout croche peut-être, mais quand même par respect pour l'auditoire francophone, il y en a
plusieurs pour pas dire que c'est la norme, alors que ce gars-là ne me fasse pas croire qu'il est incapable de lire quelques lignes pré-mâchées dans un français, même s'il est approximatif. Moi, je vais vous dire... Rajoutons, Denis, la gouverneure générale, par-dessus tout ça, tu as une idée, justement, de la force du bilinguisme qui s'annonce dans les mois à venir. Quand même. Moi, c'est pas moi qui vais défendre Air Canada. Là, et j'avais tellement peur que ça devienne propriétaire d'Air Transat. J'adore Air Transat, puis c'est très convivial, puis le monde parle français. Puis... Non, et c'est Air Canada, c'est essentiellement une compagnie anglophone qui a son siège social à Montréal, mais dont les activités sont essentiellement tournées à Toronto. Et si Mirabel a fermé, c'est parce qu'ils ont priorisé Pearson. Maintenant, moi, ça ne m'émeut pas beaucoup. Je vois toute l'élite française, canadienne française ou québécoise qui dit « Ah, ça n'a pas de bon sens ». Mais tous les boss de toutes les grosses compagnies... Je voyais PO, là, notre collègue Pierre-Olivier Zappa, qui faisait une nomenclature des compagnies, des grandes compagnies ici au Canada, là, avec lesquelles on fait affaire. À peu près personne parle anglais, c'est-à-dire parle français. Ce sont tous des anglophones. Ils mènent des compagnies. Tu sais, on a commencé, moi, quand j'étais jeune, à l'Alcan, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le petit boss, le petit contremaître qui avait 4 employés, c'était un anglophone. Aussitôt que tu avais des employés, les employés parlaient français, puis c'était l'anglais qui était le boss. Avec les années, on a monté, puis on a monté. Mon salaire, qu'on n'est pas rendu encore au top gun en haut, là, on n'a pas atteint ce niveau-là. C'est pas juste le gars d'Air Canada. Gilles, c'est que les francophones n'ont pas accès à des directions, des hautes directions de grosses compagnies. Non, attends, ça, c'est pas vrai, là, par exemple. Non, Non, mais les compagnies québécoises, c'est correct, mais c'est pas une... c'est pas clair, ça, parce que l'ancien boss du TSX, c'était un francophone. Tu sais, je veux dire, ça existe. Il y en a il y a quelques exceptions qui confirment. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Sont 3/4, puis on est le quart. Il y a ça aussi qui vient jouer. Mais pour le reste, Air Canada, c'est un cas, Denis, qui est particulier, à mon sens, parce que c'est une entreprise qui est assujettie à la loi sur les langues officielles, ce qui n'est pas le cas des Non, mais je ne veux pas les défendre, Frédéric. C'est que depuis 2 jours, ça parle juste de ça dans les médias, puis il me dit, bon, on va-tu parler de tous les autres qui sont prêts à parler français? Il n'y a pas personne qui est capable de parler français, Gilles. Mais ce qui est blessant là-dedans aussi, c'est de voir nos fleurons dont on s'est tant vanté, que ce soit SNC, que ce soit la Banque Laurentienne, c'est ça, et puis les sièges sociaux sont à Toronto, et combien d'autres compagnies qui étaient nos fleurons de distinction et de fierté. Comment se fait-il qu'on n'a pas réussi, en gardant justement l'identité québécoise de cette réussite de ces gens qui deviennent, et même couche-tard, qui deviennent des géants, on n'a pas, en tout cas, former les gens pour dire, toi, un de ces jours, tu es vice-président, tu vas devenir président, mais tu vas avoir à aller chez Berlitz pour te préparer et respecter la population qui te fait monter à ce sommet-là. Et ça devrait être une tendance lourde, mais c'est... Mais il y a beaucoup d'économies de marché aussi là-dedans. Il ne faut pas l'oublier. Là, les entreprises se font racheter, en rachètent d'autres, et ainsi de suite. Et souvent, ça aboutit que c'est les Américains qui mènent même les Canadiens. OK, alors, je vais avoir votre point de vue rapidement en terminant sur Jérémy Gabriel, Mike Ward, parce que c'est une question de liberté d'expression. Je sais, toi, comme constitutionnaliste, les droits individuels, c'est fondamental pour toi. Comment tu vois ça, cette décision de la Cour suprême qui donne raison à Mike Ward, 5-4? Tu connais évidemment, Denis, le choix de Sophie, là? Hein, la mère de famille qui doit choisir entre ses 2 enfants. Celui qu'elle choisit va survivre, l'autre va mourir. Là. Bien, c'est un peu ça que la Cour suprême avait à faire, une espèce de choix de Sophie entre la liberté d'expression et le droit à la dignité. Elle a choisi la liberté d'expression de manière ultra méga serrée, 5 juges contre 4. Le droit à la dignité est laissé pour compte en partie, on s'entend bien. Je suis désolé, j'ai de la peine pour Jérémy Gabriel. Je trouve ça nul pour lui, mais je pense que c'était la meilleure décision au final. Parce qu'autrement, si on avait reconnu que le recours était valide devant la Commission des droits de la personne, en fait, la Commission des droits de la personne qui a pris un recours devant le tribunal en question, ce que ça aurait fait, c'est que tu as une multitude de groupes, par exemple basés sur la race, le sexe, la religion, la langue et ainsi de suite, qui auraient pu ensuite prendre des recours. Et là, tu vas me dire, ben oui, mais c'est pas la fin du monde, c'est un état de droit, puis je suis d'accord. Mais très clairement que la liberté d'expression aurait été mise à mal. On parle, par exemple, je pense à Robert Lepage dans Canetta ou des trucs comme ça. On aurait lancé un pavé dans la mare. C'est une décision qui est triste, en quelque sorte, mais ironiquement, c'est peut-être la meilleure. Gilles. C'est un abus de liberté. Je prends un joueur de hockey, je l'embauche parce que je sais que tu es costaud, puis tu vas mettre à sa place le costaud de l'autre équipe.
il joue dur. On l'accepte, il est à l'intérieur d'une patinoire. Mais le joueur de hockey est un peu fou, puis il se fait insulter dans les estrades, puis il monte dans les estrades, puis il casse la gueule à un spectateur. Il a donc débordé la règle permise. Alors, je pense que notre ami Ward a fait exactement la même chose. Je ferai allusion, moi, d'un spectacle à une couleur de peau, quelle que soit la teinture de la peau, sarrasine, brune ou noire, je serai accusé, mis à l'amende automatiquement. Dans le cas d'un petit gars qui a l'oreille cassée, qui a les joues creuses, qui est infirme, je peux m'attaquer à lui sous prétexte que je fais véhiculer ma libre pensée. Je pense qu'on a oublié de mettre une limite. Et c'est pas pour rien que la Cour suprême était divisée, d'ailleurs, un iota près. Il ne faut pas l'oublier. Écoute, Frédéric, c'est quand même assez particulier parce que Gilles, lui, il en a profité de la liberté d'expression. Il en a dit des affaires. Puis il s'est fait blâmer. Mais il est en train de dire que, dans le cas de Ward, étant donné que c'était un jeune qui avait 13 ans puis qui était handicapé, ça se faisait pas. Même lui, là, qui est étonnant de la liberté totale, dit ça. Bien, la liberté d'expression, puis la Cour le rappelle, protège le propos qui est répugnant, qui nous dégoûte. Puis la Cour elle-même a dit, ce que fait Mike Ward, c'est répugnant. Ça fait pas de doute. Mais la liberté d'expression doit protéger ça. Elle rappelle aussi que le droit de ne pas être offensé, ça n'existe pas au Canada. Et entre toi et moi et la boîte à bois, je pense que c'est une bonne chose. Puis Gilles, aujourd'hui, c'est bien que tu dises ça. Là. Je suis tout à fait à l'aise avec ton propos. Mais si tu n'avais pas eu cette liberté d'expression-là à l'époque, dans tes années de radio... C'est vrai que tu en as offensé, Gilles, du monde. Le droit d'offenser, tu t'en as profité. Là. La patinoire était plus large. C'est une autre mentalité. Ça, c'est vrai. Je fais partie d'une radio qui n'existe plus. Hélas, à certains égards, parce que justement, ces libres penseurs nous manquent beaucoup par les temps qui courent. La rectitude qui nous a assommés. Mais ton point, ce que tu disais avant qu'on entre en onde, c'est le fait que c'était un jeune de 13 ans. Et c'est ça qui est Ben voilà. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission encore une fois. Au retour, nous allons parler de ce chalet qui a été saccagé. Imaginez-vous, pour des dizaines de milliers de dollars de dommages, et les propriétaires n'en reviennent pas. Comment procéder à la location et qu'est-ce qu'ils ont fait de pas correct pour que ça leur échappe comme ça dans 3 minutes après la pause?